Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, dans la série des entretiens politiques, après Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal, Jean-Pierre Chevènement, le général de Villiers, François Ruffin, David Lisnard. C'est le tour d'Éric Zemmour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Le principe de cette émission, c'est que je ne suis ni votre accusateur, ni votre défenseur. Je ne vous combats pas, je ne vous défends pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi vous dites ce que vous dites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Par exemple, j'aimerais qu'on commence par la couverture de votre livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi avez-vous choisi de poser les bras croisés ? C'est un signe, d'ailleurs vous les avez là, c'est un signe d'autoprotection. A priori on se dit ce type est mal à l'aise, il refuse le contact avec les autres, c'est ça qu'on se dit quand ah ouais bras croisés. Oui, oui. Je vous avoue que j'ai pas calculé comme ça. C'était une série de photos que j'avais faites le plus récemment. Ouais. Je voulais pas reprendre parce que moi, vous savez, quand j'ai quelque chose, j'aime le conserver. Et quand je suis amoureux d'une des rares photos que j'aime de moi, donc je me dis, bon, celle-là, mais je peux la tenir 20 ans. C'est un peu ridicule. Donc là, j'avais une série de photos récentes. Hein et donc, on l'a prise. Mais vraiment, j'ai pas fait attention aux bras croisés, etc. Les bras croisés. Et puis en plus, ça crée toujours le même illusion d'optique. Vos mains sont plus grosses. Vous avez remarqué ? Bah, voyez, vous regardez vos mains. Chose. Elles sont plus grosses que votre tête, là, sur la photo. Ouais. Bah, vous m'apprenez quelque chose. Et voilà, j'ai pas fait exprès. Autre chose, vous avez appelé votre maison d'édition Rubempré. Et comme il y a écrit Éric Zemmour, vous avez choisi de mettre Éric Zemmour en bas. Je ne sais pas pourquoi. Éric Zemmour en bas, à côté de Rubempré. Ça fait une association. Or, Lucien de Rubempré, finit mal. Héros de Balzac, c'est quand même, on le sait, un journaliste qui a fait toute sa carrière par les femmes, par les fausses nouvelles, et qui finit en prison par se suider. Absolument. Et là, on a l'impression que c'est Éric Zemmour dans le rôle de Rubempré. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Rubempré. Parce que vous savez, moi, j'ai été avant tout forgé par les livres. Et Illusion perdue est le grand livre de mon adolescence qui a déterminé toute ma vie. Non pas le personnage, vous comprenez, oui. Parce que vous avez raison, je devrais faire attention. Mais, vous savez, ce livre, d'abord, ça a été un choc. J'avais 13-14 ans. Je l'ai d'abord vu à la télévision dans la version de 1972, 71, 72, si je ne dis pas de bêtises, faudrait vérifier. Mais il y avait Yves Régnier, qui était très beau à 20 ans. J'en ai un souvenir ému, d'ailleurs. Époque les Globetrotters. Exactement. Il jouait les Globetrotters. Exactement. Il était vraiment beau, et franchement, il était un Rubempré magnifique. D'ailleurs, je tiens à dire que la dernière version est superbe. Ouais. J'ai pas l'habitude d'être, voyez, élogieux des films contemporains, mais là, franchement, c'est très réussi. J'ai adoré ce film. Et j'ai donc demandé à ma mère de m'acheter le livre. J'étais vraiment un gamin. Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et ce livre a été une révélation d'abord littéraire, et en plus de l'univers, c'est-à-dire de ce Paris de 1820, les journaux, la politique, les femmes, le charme de Paris, le Palais Royal, vous voyez, il y a tout. Et puis l'ascension du jeune homme. Et l'ascension du jeune homme, bien sûr. Quand vous avez 14 ans, c'est normal, et que vous êtes un jeune homme qui lisait, qui rêvait de Paris, de l'histoire de France, etc. Donc pour moi, ce livre, si vous voulez, je me suis dit, voilà, je veux être Balzac, je veux vivre là, je suis tellement français, vous voyez, je veux être tellement français, je veux vivre à Paris, je veux vivre dans le milieu de la presse, de la politique, de la littérature, voilà, il y a tout. Pour moi, c'est un univers à soi tout seul. Et plus tard, j'ai compris tout ce qu'il y avait dans ce livre, etc. Par exemple, vous connaissez la phrase célèbre de Karl Marx qui dit « J'ai plus appris dans la lecture de Balzac que dans tous les économistes ». Il a raison. C'est incroyable, la description des mécanismes capitalistes, de la presse, etc. C'est sublime. Voilà. Donc, pour moi, ce livre est un tel choc de toute ma vie, et que je relis régulièrement, que c'est pour ça que j'ai choisi Rubempré. Dans ce livre, vous dites que vous avez passé votre jeunesse à lire Balzac, donc à lire Hugo, Zola, et à écouter Maxime Le Forestier et Léo Ferré. Mais oui, comment vous avez bifurqué ? À quel moment vous êtes passé de Léo Ferré et Maxime Le Forestier à la droite identitaire ? Vous pourriez ajouter Barbara, Brassens, Brel, les Rolling Stones. Enfin, vous voyez, j'ai une jeunesse des années 70, pas très originale. Vous savez, on dit toujours, on est plus l'enfant de sa génération que de ses parents. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Bon, donc voilà. Et justement, en disant cela, je voulais répondre à certains de mes détracteurs qui font de moi un enfant de Maurras. Vous voyez, j'ai découvert Maurras, je devais avoir 45 ou 50 ans.
Donc, si vous voulez, ça m'amuse de voir. J'ai découvert Barrès, par exemple, plus jeune. Mais reconnaissez qu'aujourd'hui, ce que vous dites est plus proche de Maurras et de Barrès que de Maxime Le Forestier et de Léo Ferré. Ah, bien sûr, évidemment. Plus près de Barrès, d'ailleurs, je trouve. Mais j'ai lu aussi Maurras, et il y a des choses, par exemple, vous savez, dans De Kiel à Tanger, qui est une œuvre de la fin du 19e siècle, il y a 10 pages, j'en parlais dans mon précédent livre, Le Destin français, qui sont le résumé de toute la politique étrangère du général de Gaulle. Donc, vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir lu Maurras. Voilà, parenthèse fermée. Mais vous avez raison, je me suis éloigné de cette gauche-là. Comment vous dire ça s'est fait en plusieurs temps. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, et vous savez que je suis sincère, je suis vraiment forgé par mes livres. C'est-à-dire que mes livres me transforment. Pour moi, lire un grand écrivain, un grand auteur, je passe mes vacances à cela. Toutes mes vacances. Si on vous avait caché Maurras et Barrès, vous seriez totalement différent là aujourd'hui. Absolument. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Si on m'avait caché, par exemple, Taine, Hippolyte Taine, origine de la France contemporaine, je n'aurais pas ce regard que j'ai sur maintenant la Révolution française. J'ai changé à 50 ans. Si je n'avais pas lu Renan, je n'aurais pas compris vraiment l'islam. Je suis comme ça, je suis refaçonné en permanence par les livres que je lis. Et c'est pour ça que j'ai besoin de lire tout. Vous comprenez on ne lit jamais tout. Non, tout, je veux dire, je m'exprime mal, vous avez raison. De lire tout, les anti et les pros, sur chaque période de l'histoire. Vous voyez, j'ai besoin de lire sur la Seconde Guerre mondiale des résistants et des collabos. J'ai besoin de lire sur l'Empire, Madame de Staël et des maréchaux d'Empire. Vous voyez, j'ai besoin, sur chaque période historique, de lire les pour et les contre, parce que j'ai besoin de me faire une idée globale. C'est ma méthode. Et donc j'ai besoin de ça. Donc vous me demandez, alors ça c'est la littérature et les essais, l'histoire, etc. Il y a aussi le réel. C'est-à-dire que mon basculement par rapport à ce que je dis, puisque c'est ça votre question d'origine, c'est 1989, l'histoire des filles voilées de Creil. Si j'ai un peu de temps, je vous explique en 2 mots. Moi, vous savez d'où je viens. Je suis quelqu'un dont les parents, les ancêtres, sont des juifs en Algérie. Je dis bien en Algérie ou d'Algérie et pas algérien comme tous les imbéciles le disent, parce que l'Algérie n'a jamais existé avant la France. Donc, on a toujours été une terre colonisée, coloniale, romaine, espagnole, arabe, etc. Donc, mes ancêtres étaient des berbères, juifs, d'une terre que personne n'appelait l'Algérie, c'est la France qui lui donne son nom d'Algérie et qui lui donne ses frontières. Vous dites vos ancêtres étaient des berbères, c'est-à-dire que vous voyez pas vos ancêtres comme des juifs qui auraient quitté la Palestine et qui seraient retrouvés... La question se pose. Vous pensez que ce sont des berbères convertis? Je n'en sais rien. En tout cas, ça c'est sûr que ce sont des berbères. Est-ce que ce sont des juifs qui venaient de Palestine et qui se sont agrégés aux berbères, ou est-ce que ce sont des berbères judaïsés? On n'en sait rien. Moi, je pense que ce sont des berbères judaïsés. N'oubliez pas qu'il y eut un temps où les juifs convertissaient. Il ne faut pas jamais oublier cette époque-là. Donc, voilà ce que je pense. En plus, chez moi, il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus, à la peau très blanche. Ma mère avait les yeux bleus et la peau très blanche. Vous voyez, les Vandales, etc., qui sont venus du Nord. Ou les Kabyles. Les berbères, exactement, ou les Kabyles. Voilà, exactement. Donc, vous voyez pourquoi j'opte plutôt pour ça. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu le processus, et j'ai approfondi, puisque c'était ma famille, j'ai vu le processus d'assimilation à la France. À travers ces Juifs d'Algérie, qui se sont d'abord agrégés au peuple pied-noir, si j'ose dire, dont ils n'étaient pas au départ. Les Français d'Algérie, donc. Les Français d'Algérie, donc les Français d'Algérie, les Français qui venaient de France, les Alsaciens, les communards, ils n'y étaient pas au début, ils étaient plus proches des Arabes d'Algérie, qui les avaient colonisés, et des Berbères chrétiens qui avaient été colonisés aussi, qui avaient été islamisés, que des Français d'Algérie, hein, des Français de France, je veux dire. Et ils se sont agrégés au peuple pied-noir, et ils se sont agrégés à la France. Et donc j'ai compris ce mécanisme d'assimilation très subtil par les mœurs, par la littérature, par l'histoire, s'approprier l'histoire. Mon père avait, jusqu'à sa mort, un petit carnet dans lequel il mettait les citations qu'il aimait, de Victor Hugo, de Chateaubriand, et de temps en temps, il les lisait, il les ressortait, il m'en parlait. Vous voyez, c'est ça, être assimilé à la France. Mon père parlait parfaitement arabe. Mon père adorait la musique arabe, la musique judéo-arabe ou andalou, comme vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, musique orientale. Donc vous voyez, donc je sais comment on peut passer d'une culture sans la renier et s'assimiler à la France. Et j'ai cru,
jusque en cette année 1989 que les populations maghrébines, musulmanes, suivraient le même processus. En 1989, pour moi, ces filles voilées sont un choc. Parce Elles sont que 4 ou 3. Bien sûr. Mais vous voyez, j'ai pas eu tort, soyez honnêtes. Et elles ont retiré leur voile. Après, vous savez pourquoi? Parce que le roi du Maroc a envoyé quelqu'un spécialement de leur dire tu enlèves ça. Elles ont obéi au roi du Maroc, pas à la France. Et deuxièmement, je me suis dit, vu que ma famille et les gens de ma famille avaient fait le processus inverse, c'est-à-dire on est habillé à l'arabe, comme on disait en Algérie, et on s'habille à la française, vous voyez ce que je veux dire? L'habit, c'est un signe politique, vous le savez bien. On n'est pas habillé par hasard comme on est habillé. Et je me suis dit, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que ce n'est pas une francisation, j'emploie le mot, vous savez, du général de Gaulle lors du référendum de 1961. On n'assiste pas à une francisation, on assiste au contraire à une réislamisation. Et là, j'ai commencé à creuser cette histoire-là et à observer qu'est-ce qui se passait dans les banlieues, etc., avec une acuité que n'avaient pas mes camarades journalistes, que n'avaient pas mes amis, et ça a suscité d'ailleurs beaucoup d'incompréhension, de controverses, de ruptures. J'ai perdu beaucoup d'amis à partir des années 90 à cause de ce sujet-là. Il y a une autre question que je me posais, et je pense que vous avez commencé d'y répondre. Je me suis demandé pourquoi est-ce que vous voulez défendre le maréchal Pétain? C'est-à-dire qu'il n'y a il y a rien à y gagner, les pétainistes n'existent plus. Au contraire, ça vous fait perdre des voix du côté des gaullistes que vous voudriez séduire, et des juifs dont vous devez, a priori, vous sentir proche. Donc, si vous défendez le maréchal Pétain, vous devez avoir une raison. Non, parce que, si vous voulez, il y a d'abord, il y a le hasard, c'est-à-dire que vous vous souvenez, dans le Suicide français, j'établis tous les éléments de basculement français. Vous vous souvenez, et j'étudiais Paxton en 1973, qui est un basculement historique, dans l'histoire de l'histoire, si on veut, très important. Paxton, c'est l'auteur de La France de Vichy, et c'est le moment, effectivement... Qui établit que Vichy, le régime de Vichy, est responsable, complice des nazis et des Allemands. Ce que contestait toute l'historiographie française depuis les années 50. En vérité, ce que je dis n'est que la reprise de la thèse de tous les historiens français de 1945 à 1973. On l'a oublié aujourd'hui. On ne veut plus le voir. Mais c'est une querelle historique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le hasard, c'est que pendant cette fameuse émission chez Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où je présentais ce livre, Léa Salamé pointe ce sujet. Il y a, à l'époque, je crois qu'il y a 400 ou 500 pages dans le livre, il y a 4 ou 5 pages là-dessus. Oui, mais... Non, mais je veux dire que j'en ai pas fait... C'est pas, vous comprenez? Il y a l'effet du hasard. Après, moi, vous me connaissez, je défends mes positions. Mais là, j'aime les dans votre livre-là, dans celui qui vient de sortir, vous, par exemple, vous rappelez que l'armée d'Afrique a été façonnée par le maréchal Pétain et par Végan. Par Vichy. Donc vous y tenez, vous voyez... C'est la vérité historique. Oui, mais vous avez envie de revenir là-dessus. Non, vous savez, moi... J'ai pas répondu. Je pense, deuxièmement, que Vichy est le cœur de la culpabilité française. C'est-à-dire que depuis les années 70, la gauche a inventé, comme dans tous les pays occidentaux, d'ailleurs je lisais cet été un livre sur l'Espagne, avec l'Andalousie musulmane, etc. C'est exactement le même processus. On choisit des périodes historiques, pas très nettes, où... les pays se sont sont pas éclatants de lumière, etc. Et on tape dessus pour pouvoir culpabiliser la population française, espagnole, allemande, évidemment, anglaise, américaine, etc. C'est un processus de culpabilisation pour pouvoir interdire à ces peuples de défendre leur identité et leur culture. Et chez nous, c'est Vichy. C'est aussi d'ailleurs la colonisation, etc. Et donc, si vous voulez... Je voulais dire simplement, ce n'est pas Vichy qui a entamé la solution finale, ce sont les Allemands. Vichy était occupé, la France était occupée, Vichy était la zone libre, et la France a fait ce qu'elle a pu. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas spécialement réhabiliter le maréchal Pétain, expression d'ailleurs de Léa Salamé et d'une journaliste, et maintenant tout le monde la reprend. Ça n'a jamais été la mienne. Vous voyez, je voulais simplement dire, un moment de basculement
des années 70, et 2, dire que je pense qu'il faut arrêter la repentance, il faut arrêter la culpabilisation, parce que ça interdit à la France et au peuple français de se défendre contre l'événement majeur et contre l'invasion majeure d'aujourd'hui, qui est l'invasion venue du Sud et la subversion islamique. Mais j'ai l'impression, après vous avoir lu, que ça va au-delà. C'est-à-dire que vous reprochez aussi à Jacques Chirac, et c'est logique, d'après ce que vous venez de dire, d'avoir fait son fameux discours du Veldiv. Absolument. Parce qu'il reconnaissait que le régime de Vichy, c'était la France, que n'avait jamais voulu reconnaître ni François Mitterrand, ni Georges Pompidou, ni Charles de Gaulle. Et j'ai l'impression que pourquoi ça vous embête, pourquoi ça vous chagrine, c'est parce qu'au fond, vous y voyez là la boîte de Pandore, à partir de laquelle tout ce que l'on appelle la diversité aujourd'hui va pouvoir revendiquer. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que les enfants de la colonisation vont dire ben nous aussi on est des victimes de la France, puis les homosexuels, puis les femmes de la même manière, tout le monde. Cette diversité que vous n'aimez pas a priori, donc vous n'aimez pas le concept, j'entends, va s'en trouver justifiée. Mais c'est exactement ce que je vous dis. C'est une entreprise de culpabilisation du peuple français par son histoire. Et je vous rappelle que ce discours du Veldiv a été, à l'époque, on l'a oublié, puisqu'aujourd'hui on l'a sacralisé, a été dénoncé par tous les gaullistes. Marie-France Garot a écrit un papier le dénonçant, Philippe Séguin a écrit un papier le dénonçant, Pierre Messmer a protesté, Charles Pasqua a protesté. Je vous rappelle que le général de Gaulle, évidemment, considérait que Vichy n'avait pas existé et que lui était l'incarnation de la France. Ce discours est le plus anti-gaulliste qui soit. Il faut bien se rappeler de ça. Et c'est ça que tous ces gens avaient écrit et dit. Mais est-ce que vous ne vous mettez pas, à ce moment-là, volontairement en opposition avec la communauté juive, à la fois parce que vous allez défendre Pétain et que c'est très mal vécu, on peut le comprendre, parce que vous allez en vouloir à Jacques Chirac pour le discours du Veldiv, mais aussi parce que vous allez reprocher, et vous le faites dans votre livre, vous dites que la guerre des 6 jours, puis la guerre du Kippour, c'est le réveil identitaire des Juifs français, et qui donc tout à coup, d'après ce que vous dites, renonce à l'assimilation, cette assimilation dont vous dites le plus grand bien en ce qui vous concerne et votre famille. Vous leur en voulez pour la loi Guessot, qui est la première des lois mémorielles, qui va ouvrir là aussi la porte à toutes les autres. Vous en leur voulez quand il y a ce qu'on a toujours reproché aux Juifs, la double allégeance. Là aussi, vous êtes du côté de ceux qui reprochent la double allégeance, éventuellement d'aller se faire enterrer en Israël. Vous êtes obligé de vous heurter à votre propre communauté. D'abord, vous savez, vous me connaissez un peu, je ne crois pas aux communautés, je ne connais que la communauté nationale. Donc c'est un premier sujet de discorde. Moi, je ne connais que des citoyens français de confession juive, éventuellement ou pas. Et c'est comme ça que je me considère, c'est comme ça que je me vis. À l'époque dont vous parlez, dans les années 60-70, le premier à s'être élevé contre ce que vous analysez fort bien s'appelle quand même Claude Lévi-Strauss. Vous avez vu, je le cite, c'est pas n'importe qui. Moi, je me situe dans les pas modestes de Claude Lévi-Strauss, d'ailleurs pour beaucoup d'autres sujets. Je pense effectivement qu'à partir des années 70, non pas la communauté juive, les dirigeants de la communauté juive, les gens du CRIF, comme le grand rabbin aujourd'hui, Raïm Korsia, tous ces gens, oui, ont choisi le communautarisme. Le meilleur exemple, c'est le fameux dîner du CRIF où les gouvernants et le président de la République lui-même sont sommés de s'expliquer sur la politique d'Israël. Vous avez dû y aller vous-même en tant que journaliste. Jamais, même pas en tant que journaliste, jamais. Et ça m'a toujours choqué. D'ailleurs, d'autres juifs célèbres et qui n'ont pas du tout mes idées en ont été choqués. Je me souviens qu'Alain Minc a protesté contre ce genre de dîner. Moi, oui, je pense que là, les dirigeants, encore une fois, je ne parle pas des juifs, des Français de confession juive, je parle des dirigeants. Les dirigeants ont opté pour le communautarisme et ont ouvert la voie à d'autres communautarismes. D'ailleurs, vous vous souvenez, puisque je sais que vous me lisez attentivement, que je l'ai déjà dénoncé dans le suicide français. Ça ne me dérange pas d'être en opposition avec les dirigeants d'une communauté qui sont complètement en décalage, en déphasage avec le peuple. C'est exactement le même critère, la même évolution que dans le reste de la France. Le décalage entre les dirigeants et le peuple. Si vous voulez, moi je pense que là, par exemple, dans les attaques
que je subis de la part du grand rabbin de France, du président du CRIF, si vous voulez, il y a au cœur ce décalage. C'est-à-dire que eux m'attaquent parce qu'ils ont très bien compris que je dénonçais ce que vous avez analysé, c'est-à-dire cette évolution communautariste. Parce que j'ai suivi votre raisonnement. Mais je sais bien. Alors que les Français de confession juive, eux, voient que ils ont été chassés de la Seine-Saint-Denis par l'avancée islamique. Ils entendent ce que je dis. Ce que vous laissez entendre, Éric Zemmour aussi, par l'allusion à la guerre des 6 jours et à la guerre du Kippour aussi, c'est qu'au fond, plus on est juif, moins on est français. Vous pensez ça? Que plus on est juif, moins on est français? Non, je pense pas du tout cela. Je pense d'ailleurs que mes parents, par exemple, étaient très pratiquants, pratiquaient strictement la religion, et ils étaient d'un patriotisme français sourcilleux. Donc je ne crois pas ça. En revanche, je vous dis, je pense que les dirigeants de cette communauté ont pris un virage communautariste depuis 40 ans qui est mauvais. Moi, je veux revenir à la tradition assimilationniste française, c'est-à-dire 2 phrases simples de Napoléon, qui organise, comme vous savez, le judaïsme officiel. 1, vous devez, on parle des Juifs évidemment, vous devez vous agréger au peuple français. C'est exactement ce que je fais. Je considère que je fais partie du peuple français car je me suis agrégé. Et 2, vous devez considérer que Jérusalem, c'est Paris. C'est exactement ce que je pense. Je pense que nous devons revenir à ces fondamentaux, et c'est sur la base de ces fondamentaux que je viens dire aux musulmans, aux Français de confession musulmane, n'imitez pas les mauvais bergers que sont les dirigeants de la communauté juive, imitez plutôt ce qu'a été l'histoire du judaïsme français, de l'israélitisme, et assimilez-vous. Et je dis exactement aux musulmans français, j'ai de la fameuse phrase, vous la connaissez, de Clermont-Tonnerre, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. Et vous pensez donc que les musulmans sont comme les Juifs. C'est pas parce qu'on est plus musulman qu'on est moins français. Je vous le dis, ça dépend comment on considère. Le problème de l'islam, alors là, si vous voulez qu'on en parle, c'est que l'islam, d'ailleurs, comme le judaïsme des origines, c'est là que c'est intéressant, et c'est la grande différence avec le christianisme. Le christianisme introduit une notion d'intériorité dans la religion, qui est une révolution à l'époque. Le judaïsme, comme l'islam, au départ, sont, comme les religions antiques, avant tout des moyens de contrôle social. Comment dire, on donne des consignes sociales. C'est un code juridico-social. Voilà ce que c'est que le judaïsme des origines, voilà ce que c'est que l'islam. Le problème, c'est que comme le judaïsme a vécu en minorité pendant 2000 ans, il a su s'adapter à la révolution chrétienne, alors que l'islam, jamais. Il a toujours refusé. Vous auriez dû vous convertir au christianisme. J'ai l'impression que c'est la religion que vous préférez. Non, c'est pas la religion que je préfère. C'est la religion qui a effectivement révolutionné l'humanité et qui a poussé à mettre une notion intérieure. Donc effectivement, j'en suis le produit. C'est-à-dire que je suis le produit du judaïsme de mes pères et de cette conception chrétienne que nous avons intériorisée. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que c'est ça, on ne comprend pas quand je dis ça. Quand je dis il faut que christianiser la pratique de l'islam. Je ne veux pas dire que je demande aux musulmans de se convertir au christianisme. Je dis simplement que, si vous voulez, il faut que l'islam devienne uniquement une spiritualité. En gros, qu'il abandonne son côté temporel. Et le problème, c'est que depuis 1000 ans, depuis 1300 ans, depuis la naissance de l'islam a toujours obstinément refusé d'abandonner, à part quelques minorités à la marge, les soufis, etc., que je n'ignore pas. Mais tout le monde sait que ce sont les grands vaincus de l'histoire et qu'ils ne dominent pas dans l'islam. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui de l'islam. Le problème de l'islam, c'est qu'il ne veut pas reconnaître la séparation entre le spirituel et le temporel. Et que dans les quartiers où les musulmans sont majoritaires,
beaucoup d'entre eux imposent cela à tous les autres musulmans. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a aujourd'hui des enclaves étrangères qui sont régies par un autre code qui est la charia, parce que, si vous voulez, c'est l'éternel, si vous voulez, musulman qui s'affirme dans ces quartiers. Et c'est inadmissible pour la France. C'est tout ce que je dis. Donc vous on peut être musulman, évidemment qu'on peut être français et musulman, quand on est un musulman qui a retiré de l'islam son côté temporel et qui n'a gardé que le côté spirituel. C'est tout. Vous dites aux musulmans d'imiter les juifs qui ont imité les chrétiens. Exactement. Et de ne pas imiter les dirigeants de la communauté juive. On fait une pause, Éric Zemmour, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Éric Zemmour. Dans votre livre, La France n'a pas dit son dernier mot, vous racontez que vous êtes allé voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, cette comédie qui a eu énormément de succès avec Christian Clavier. Et vous dites, le problème c'est que chacun des gendres reste enraciné dans sa culture d'origine. Et vous le dites d'ailleurs pour tous les gendres, hein, et pas seulement pour le gendre d'origine arabe. Mais en même temps, on se dit forcément, c'est plus la même chose aujourd'hui. La France, être français qu'autrefois. J'imagine que autrefois, devenir français, c'était l'avenir, d'une certaine manière. Être français, c'était l'avenir. Aujourd'hui, ça semble pas pareil. Et je pense, ne serait-ce que parce que vous le dites aussi dans votre livre, les lois de la démographie s'imposent toujours à l'histoire. Or, les Chinois sont plus d'1,5 milliard, les musulmans sont 1 milliard, les Africains seront bientôt 2 milliards en Afrique. Forcément, on se dit, l'avenir, c'est plutôt eux, non ? Alors, pensez pas qu'il y a un problème de désirabilité. Mais c'est évident. Vous avez tout à fait raison de me rappeler à mes propres règles démographiques, puisque vous avez raison, quand la France rayonnait et quand elle dominait l'Europe, elle était aussi ce qu'on appelait la Chine de l'Europe. Il y avait en 1789 et en 1800 28 millions de Français, c'est-à-dire autant que tout le reste de l'Europe. Pour vous donner une idée, les Britanniques à l'époque sont 8 millions. Les Russes sont 28 millions. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que les Russes sont 150 millions. On devrait être 150 millions aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on avait continué la croissance démographique française du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec les progrès de la science et de la médecine, on serait 100 millions. Et il faut bien rappeler qu'en 1900, quand l'Afrique est colonisée par les puissances européennes, il y a 100 millions d'Africains. C'est-à-dire que c'est un continent sous-peuplé. Vide, absolument. C'est très facile à coloniser. Et à l'époque, mais vous avez tout à fait raison, l'Algérie, quand les troupes de Charles X arrivent en Algérie en 1830, il y a 2 millions d'habitants. Les Français sont 28 millions, comme je vous l'ai dit. Vous voyez la différence ? Plus la technologie, plus c'est ça. Donc vous avez tout à fait raison, je prends toujours cette comparaison. Je dis en 1900, 400 millions d'Européens, 100 millions d'Africains. L'Europe colonise l'Afrique. Aujourd'hui, 2 milliards d'Africains en 2050, 500 millions d'Européens. C'est l'Afrique qui colonise l'Europe. Un peu plus. 500 millions, 550 millions, vous avez compris. Millions. C'est pour faire le rapport de 1 à 4. Quoi. Mais on sera peut-être à 3 milliards d'Africains. Donc c'est pour vous donner un rapport de 1 à 4 qui s'est inversé. Donc vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, vous avez raison, la France n'est plus... Vous savez, De Gaulle disait toujours on ne refera pas le siècle de Louis XIV. Moi je dis on ne refera pas le siècle de Napoléon. Mais c'est la même chose. Bon, on est d'accord. Et donc, il y a un manque de désirabilité, etc. La France n'apparaît plus comme la grande puissance fascinante où tout le monde veut être français. Et on a l'impression, en plus, et vous n'êtes pas étranger à ce sentiment, qu'elle est devenue nostalgique de sa grandeur passée. Mais ça aussi, c'est pas spécialement désirable. Mais vous savez, ça franchement, depuis le XVIIIe siècle, c'est ainsi. Puisqu'on perd la bataille pour la conquête du monde lors du traité de Paris en 1763 contre les Anglais, à partir de ce moment-là, déjà, les Français sont nostalgiques. Et plus encore après 1815. Et plus encore après 1870, la défaite contre la Prusse. Et plus encore, évidemment, mais ça, tout le monde le sait, après la défaite de 40 et la décolonisation. Donc, vous voyez, c'est un long processus. C'est pour ça que De Gaulle disait, on ne refera pas le siècle de Louis XIV. Tout ça est vrai. Maintenant, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on accepte cette situation et on se dit, la France est un vaste terrain vague et chacun y met sa culture, etc., ses racines, son origine, et en fait, ça devient très vite
c'est en train d'être devenu, de se passer le Liban en grand. On voit ce que ça donne. Ça donne le Liban. C'est ça notre avenir si nous ne faisons rien. Ça peut être aussi la Suisse, ça peut être... Non, la Suisse, ce sont les mêmes. Ils n'ont pas la même langue, c'est tout. Ils ont pas. Quand même. C'est important, vous avez raison. Mais c'est des langues européennes. C'est l'allemand, l'italien, le français. Ce sont des gens qui sont quasiment frères. Ils ont une organisation. C'est 1000 ans de guerre quand même. Vous avez tout à fait raison. Ils se sont beaucoup tapés dessus. C'est très juste ce que vous dites. Mais comme les Français, les Anglais, les Allemands. Voilà. On est d'accord. Mais il n'empêche que là, c'est pas les mêmes civilisations. Là, on a une autre civilisation qui s'installe sur notre terre. Donc on a deux civilisations qui s'affrontent. Comme on l'a fait, nous, sur leur terre autrefois. Vous êtes oui, mais nous, on colonisait, vous avez raison. Ça s'appelle la colonisation. On est tout à fait d'accord. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que ces gens-là veulent être des colonisateurs, et est-ce qu'on accepte d'être colonisés, ou est-ce qu'au contraire, ils veulent devenir français, malgré ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la France n'est plus la France de Louis XIV, n'est plus la France de Napoléon, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils veulent quand même être français? Et là, il y a un avenir pour eux en France. Sinon, nous allons vers des affrontements terribles. Et c'est là où il y a la course de vitesse entre la démographie et la politique. La démographie nous emmène au Liban en grand. La politique, c'est ça que j'essaye de proposer, c'est de dire, voilà, il faut prendre conscience de la réalité et ne pas l'occulter comme font tous les politiques, et après donner des solutions pour essayer d'arrêter. On peut arrêter, vous savez, on parle toujours des années 30 et de la guerre 40. Bon. Il n'y avait pas une inéluctabilité de la guerre. Si les Français, en janvier 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie par les troupes allemandes, avaient envoyé l'armée française, Hitler était mort. À l'époque, il n'a pas d'armée. Et d'ailleurs, il a raconté ensuite à beaucoup de témoins que c'était la pire nuit de sa vie. Comme les Français ont cédé, ont renoncé à envoyer l'armée, alors que c'était, les gens ont oublié tout ça, mais cette remilitarisation de la Rhénanie, qui était une région tampon entre la France et l'Allemagne, était interdite par le traité de Versailles, pour être clair. Donc, les Français auraient dû et auraient pu, légitimement, envoyer leur armée pour faire rendre gorge à Hitler. Ils ne l'ont pas fait. La guerre était déclarée. Donc on peut, si vous voulez, vous comprenez. Après, on choisit. Est-ce qu'on se soumet? Vous connaissez le fameux mot de Churchill à Munich, même si à l'époque c'est déjà trop tard. Vous avez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez eu le déshonneur pour éviter la guerre. Vous aurez la guerre et le déshonneur. Eh ben, c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons le choix. Est-ce que on décide de voir les choses en face et de dire, voilà, on arrête tout, on arrête les flux migratoires, on remet les règles de l'assimilation, on remet l'école comme elle était, on dit à l'islam qu'il ne peut pas aller là et qu'il peut rester uniquement une foi et une intériorité, ou est-ce qu'on refuse de faire ça au nom des grands principes, au nom de la peur aussi? Et dans ce cas-là, eh ben, inéluctablement, on ira au Liban en grand, à la guerre civile, à la misère et à tout ce qu'on voit au Liban. Vous dites souvent, et vous le dites encore dans ce livre, que la France a le génie de la guerre civile. Enfin, ça n'est pas une vertu, la guerre civile. Et là, quand on vous écoute, je comprends bien ce que vous dites, et vous ne dites pas qu'il faut envoyer l'armée dans les banlieues. Je vous ai bien compris, vous avez dit non. Je dis, vous êtes dans les moyens, je dis simplement, il faut régler cette question qui est en train de gangréner la France. Il faut régler la question des trafics de drogue, il faut régler la question des enclaves étrangères. Aujourd'hui, toutes ces banlieues ne sont plus en territoire français. Ce sont des enclaves étrangères. Donc il faut arrêter, il faut les refaire des enclaves, des territoires français et des Français de ces populations. Voilà, c'est tout. Et donc, si vous voulez, c'est un enjeu colossal. Mais si on ne le fait pas, il est sûr qu'on ira dans le drame que je décris. Oui, la France a le génie. Quand je parle de génie, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas pour la vanter. Mais vous savez, la France est un pays, on parle de diversité. Elle a toujours été diverse, la France. C'est pour ça qu'il y a des affrontements. Emmanuel Todd, que vous invitez souvent, je le sais, a une thèse très intéressante. Il dit, la France est le seul pays d'Europe qui a fait coexister deux modèles familiaux. Il dit le modèle des familles nucléaires, en gros, c'est-à-dire les familles qu'on connaît aujourd'hui, et puis ce qu'il appelle les familles souches, plus autoritaires, plus inégalitaires. En Bretagne, par exemple, exactement. Et il explique très bien, c'est très intéressant, d'ailleurs, j'ai toujours aimé ses livres, même si lui fait semblant de ne pas me connaître. Je le raconte d'ailleurs, histoire de m'amuser un peu. J'ai toujours apprécié cette analyse, qu'il reprend de Le Play d'ailleurs, au XIXe siècle, mais
qui explique les guerres civiles et les affrontements français, particulièrement la Révolution française, mais aussi les catholiques, les protestants, vous voyez, par l'affrontement de ces deux modèles familiaux. Et là, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, mais il n'en tire pas les conclusions parce qu'il en a peur, on a ajouté un troisième modèle familial, qui est le modèle islamique, endogamique, inégalitaire, autoritaire, qui enferme les femmes, qui est violent avec les enfants. Vous voyez, un autre modèle familial qui repose sur le mariage entre cousins. Pourquoi violent avec les enfants? Ils sont très durs. L'éducation est très rude. On a tous été violents avec nos enfants jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous avez tout à fait raison. Mais en islam, c'est particulièrement vrai. Et surtout, qui repose sur un système endogamique. C'est-à-dire on se marie entre cousins. Qui explique... Non, je vous assure, la France, c'est justement... Regardez les livres de Todd. La France, c'est justement l'échange entre la Bretonne et le Provençal, vous voyez, qui se marient. Non, la France, c'est ça, c'est l'échange des hommes, des femmes, etc. Non, là, il y a un système. Mais je vous dis, c'est dans Todd, c'est pas moi qui l'invente. Et on ajoute un troisième système familial, alors qu'on avait réglé le problème de notre opposition de systèmes familiaux par la victoire de la famille nucléaire, qui provoque déjà des ruptures, des affrontements. Si vous voulez, si les Français de souche et les Français d'origine européenne ont fui les banlieues, j'ai bien connu ça, moi j'ai grandi en banlieue, toute ma famille a grandi en banlieue, quand ils sont arrivés d'Algérie, ils étaient tous dans la banlieue Est. Bon. S'il y en a plus aujourd'hui, s'il y a quasiment plus de juifs dans les écoles publiques, si vous voulez, ils ont tous fui, tous les Français ont fui les banlieues, pourquoi ? Parce qu'il y a là une autre civilisation qui repose sur un autre texte sacré. Vous connaissez le mot de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège à une religion, et qui repose sur un autre système familial. Et donc ça, on va à un affrontement. C'est pour ça que, par exemple, la question du voile est aussi emblématique. Je vous ai dit que moi, j'avais basculé en 1989 avec le voile. Et j'ai compris pourquoi avec le recul. Parce que le voile incarne la situation des femmes, incarne l'interdit sur les femmes, puisqu'elle est réservée aux cousins, qui est antinomique avec le système français que je vous ai décrit tout à l'heure. Vous savez bien, avec Zemmour, que dans les familles juives d'Algérie, par exemple, il y avait aussi... les femmes étaient tenues dans une ségrégation, on va dire. Non, justement, pardonnez-moi. Non, mais je me trompe. Pardonnez-moi, oui, vous vous trompez, je vais vous dire pourquoi. Je ne dis pas qu'elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient et d'avoir la vie sexuelle qu'elles voulaient. Mais à l'époque, en France non plus. Ce que je dis, c'est que, vous savez pourquoi Delacroix, quand il va en Algérie dans les années 1830, j'ai découvert ça récemment, donc ça va vous intéresser. Pourquoi il ne peint que des juives? Parce que ce sont les seuls qui ne sont pas voilés. J'ai découvert ça récemment, j'ai vu des très belles, d'ailleurs, reproductions, et ce sont les seuls qui ne sont pas voilés. Déjà à l'époque. Et très vite, avec la France, elles vont à l'école française. Les filles, vous m'entendez, Frédéric? Les filles. Donc non, ce n'est pas la même chose, malgré tout, même si je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des ressemblances, il ne faut pas exagérer. Et deuxièmement, n'oubliez pas que le judaïsme est transmis par les femmes. Donc la femme, elle peut épouser n'importe qui. Vous comprenez l'expression, elle peut épouser qui elle veut. Le judaïsme se transmet. Les hommes, l'islam, c'est par le père, et ils convertissent. Et surtout, mais là où vous avez raison, c'est que les systèmes endogamiques étaient très forts dans l'Algérie de l'époque, là vous avez 1000 fois raison. Et que si les femmes juives avaient été épousées n'importe qui, il n'y aurait plus de juifs. Donc, non, parce qu'elles transmettent le judaïsme. Mais là, non, elles transmettent le judaïsme. Mais là où vous avez raison, non, c'est l'interdiction, elle est plutôt sur les hommes. D'aller épouser, même dans l'Ancien Testament déjà, hein. On reproche au peuple, vous voyez, aux hommes d'aller... Bon. Mais là où vous avez raison, et là vous touchez un sujet très intéressant, que même Soustelle, vous savez, le grand anthropologue, un politique français gaulliste qui s'est opposé au général de Gaulle parce qu'il était contre l'indépendance, même lui l'a reconnu. Il y a eu 130 ans de colonisation française en Algérie. Contrairement à la colonisation du Mexique, par exemple, par les Espagnols, qui a eu aussi d'effroyables massacres, hein. Mais il y a eu un mélange des populations. En Algérie, il n'y a aucun mélange. C'est très intéressant quand même. Aucun mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mariage mixte et quasiment pas d'enfants, parce qu'il y a une séparation des communautés. En vérité, et je vous dis, même Jacques Soustelle, qui était pour l'Algérie française, c'est lui, vous savez, le mot célèbre du général de Gaulle, tellement amusant, qui dit « l'intégration, ça ne marche pas, il n'y a que les cervelles de colibri qui croient que ça marche, même si elles sont beaucoup de diplômes et tout. » C'est Soustelle qui est visé. La cervelle de colibri, alors qu'il est normalien, qu'il est d'un des plus grands esprits de son temps.
et même Soustelle reconnaîtra qu'il n'y a pas eu de mélange en 130 ans de colonisation. Oui, donc ça prouve la folie de nos élites qui, depuis 40 ans, ont fait venir ces peuples-là, musulmans, arabo-musulmans, africains, etc., les ont fait venir en France par millions, ont accepté cette invasion migratoire et n'ont pas compris qu'ils allaient à la catastrophe. Même le roi du Maroc, vous avez vu sans doute cette scène célèbre qui passe en permanence sur les réseaux sociaux, le roi du Maroc, le père de l'actuel, Hassan II, qui était un type d'une grande culture française d'ailleurs. J'ai appris récemment qu'il connaissait les Trois Mousquetaires par cœur, qu'il était capable de parler des personnages pendant des heures. Face à Anne Sinclair, complètement effaré, évidemment, lui a expliqué que ces Marocains, comme il disait, ne seraient jamais français. C'est pas moi, c'est le roi Hassan II du Maroc, dans les années 80. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'il devienne français, il voulait pas que tout son peuple non, au contraire. S'en aille comme... Vous savez, les dirigeants de ces pays-là sont bien contents qu'il y ait une immigration aussi massive. Parce que d'abord, ça est une espèce de soupape, puisque leur économie est défaillante pour la plupart, et que donc ils sont bien contents que l'excès démographique aille ailleurs, et ils sont surtout bien contents parce que vous savez que dans la plupart de ces pays-là, à part l'Algérie qui a le pétrole, mais les envois d'argent par les immigrés, en France en particulier, mais dans d'autres pays aussi, est le premier poste de leur balance des paiements. Je vous arrête, Éric Zemmour, parce que vous partez et je crois que vous parlez de ça dans à peu près toutes les émissions. J'aurais préféré qu'on parle de ce dont vous ne parlez jamais, mais dont vous parlez très librement dans votre livre. Je vous en prie. Et dans votre livre, vous expliquez très bien le succès de votre candidature. Il y a 25 ans, dites-vous, vous n'auriez jamais eu autant de une au pays des géants. Les nains ne se prennent pas pour des rois. Écrivez-vous avec beaucoup j'allais dire de misérabilisme, parce que vous vous décrivez littéralement comme un nain. Et au fond, vous dites que c'est parce que la politique est devenue un monde de nains que vous pouvez aujourd'hui prétendre entre 15 et 20% des intentions de vote. Je vais vous dire, en fait... Il n'y avait pas de grande estime de vous-même. Faudrait savoir, dans tous les papiers que je lis, faut pas que j'en lise trop, parce que vous avez vu tout ça, on me décrit comme un mégalomane, complètement fou de moi-même, imbu de moi-même, etc. Donc ça me fait plaisir que vous avez décelé, vous, un peu d'humilité, que j'en ai aussi. Non, il y a deux choses, honnêtement. La première, j'ai été enfant sous le général de Gaulle. J'ai été adolescent sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Ça calme. Hein, on voit où est le niveau. On est d'accord. Deuxièmement, je pense que depuis Jacques Chirac, qui était une espèce d'intermédiaire d'ailleurs, il le disait lui-même, entre les géants et les nains, depuis, aucun président n'a incarné la fonction. Voilà. Ils ne sont plus à la hauteur de la fonction. Donc on peut prétendre... Exactement. Et je dirais, alors là, si vous me permettez une analyse plus de fond, par ailleurs, je pense que je mets sur la table le seul sujet existentiel pour la France et que les Français m'en sont reconnaissants. D'ailleurs, ils me le disent partout où je vais. C'est pour ça que je suis fait entre 15 et 20%. C'est ce qu'a expliqué Geoffroy Lejeune, qui était sur ce plateau il n'y a pas trop longtemps. Il dit que vous faisiez votre campagne sur l'immigration. Voilà. Exactement, sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité. Il y aura d'autres sujets, hein, bien sûr, mais vous avez compris. Si vous me permettez une analyse plus au fond. En gros... Nous avons vécu, depuis l'avènement, la Révolution française, la démocratie, plusieurs ères politiques. La première au XIXe siècle, qu'on a appelée l'ère des notables. Hein, vous vous souvenez, Guizot, Thiers, des gens qui n'ont pas de parti politique, c'est le suffrage censitaire. Hein, vous voyez ce que ça veut dire. On est au Parlement, on est avec le roi, contre le roi, pour le roi, etc. Bon. Et on est gros. Et on est gros, et les pauvres sont maigres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Deuxième époque, les partis de masse. Vous vous souvenez, parce que je sais que vous me lisez, j'avais écrit un roman historique qui s'appelait Le Dandy Rouge, qui était sur Ferdinand Lassalle, qui m'avait toujours fasciné comme personnage. C'est lui, c'est un ami de Karl Marx, c'est lui qui, en Allemagne, invente le parti de masse et la social-démocratie allemande que tout le monde va imiter. On est en 1865. De 1860 à 1960-70, on a les partis de masse. On a connu, nous, quand on était petits. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, qui triait, le RPR. Qui sélectionnait les meilleurs dirigeants. Exactement. Et qui les rendait indiscutables. Exactement. On est d'accord.
Aujourd'hui, on a une troisième ère, qui est réseau. À chaque fois, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois, il y a un média. Le temps de Thiers et Guizot, c'est le journal. Vous vous souvenez, Thiers fait la révolution de 1830 avec un journal. On a vu, on parlait des divisions perdues, l'importance du journal. Le parti de masse, c'est la radio. Général de Gaulle, Roosevelt, puis la télévision. Et aujourd'hui, le média, c'est évidemment les réseaux sociaux, et les partis politiques sont morts. Il faut bien comprendre ça. Nos partis politiques sont morts, oui. Tous morts. Et donc aujourd'hui, nous avons l'ère de ce que j'appellerais, pas les notables, mais les notoires. Et deuxième analyse, si vous me permettez, c'est que depuis 1945, nos débats politiques sont sur l'économie. C'est l'économisme qui règne en maître. Pourquoi? Parce qu'on est en paix, parce qu'on a fait la paix avec nos deux adversaires, ennemis historiques, l'anglais et l'allemand. Et que donc, vous voyez, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de tragique dans cette histoire. Et donc, nous nous disputons sur, en gros, combien on répartit, combien on redonne aux plus pauvres, combien on prend aux plus riches. Vous voyez, l'économisme, quoi. Quel est le meilleur moyen pour produire, etc. Et là, on a eu l'ère des technocrates. Giscard, Chirac, Mitterrand a beaucoup de mal à faire son trou parce qu'il est un homme du passé. Il est un homme littéraire, vous voyez. Et donc, il doit, vous vous souvenez, quel est le cours du Deutschmark? Vous vous souvenez, comme dans les débats, Giscard lui fait la leçon en lui disant « Mais monsieur Mitterrand, souvenez, quel est le cours du Deutschmark ?» Imaginable aujourd'hui. Bon. Et je pense, et c'est là, je pense que nous sommes sortis de cette période-là et que nous revenons quelque part à la conception qu'avait de la politique du 19e siècle, c'est-à-dire parce que le tragique revient, je vous ai dit, si on continue, on va à l'affrontement, et que, si vous voulez, donc on a besoin d'autres types d'hommes politiques. Et on revient au 19e siècle. Et le 19e siècle, qu'est-ce que c'est? Ce sont les journalistes, Thiers est journaliste, Clémenceau a un journal, Jaurès a un journal, ce sont des littéraires, culture historique, Guizot est prof d'histoire, Jaurès est vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on sort de l'ère des technocrates. Je pense que, pour finir, je pense que Macron n'est pas le premier d'une nouvelle ère, est en vérité le dernier d'une ancienne ère. Ou alors il est le premier d'une nouvelle ère à laquelle vous appartenez aussi, parce que... Vous avez compris, il est l'intermédiaire. Ouais. Parce que, d'une certaine manière, vous débarquez là-dedans, un peu comme Emmanuel Macron a débarqué là-dedans. Sauf que lui était un produit de l'administration, il avait fait l'ENA, il avait été ministre, et vous pas. Et que donc, vous vous retrouvez à la fois avec les avantages et les inconvénients. Il n'y a plus de parti, on arrive, on se présente directement à la présidentielle. Comme il n'y a plus de grands leader indiscutable, on peut espérer être au deuxième tour avec 20% des voix. On peut même l'emporter avec 20% des voix au premier tour. Toute chose qui était impossible autrefois. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes là, vous serez candidat, parce que vous pouvez plus reculer, ce serait ridicule de reculer aujourd'hui. Et donc vous y serez, mais en même temps vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris la leçon de Macron, justement, qui lui a été obligé de faire un parti en mettant des petites annonces et en recrutant des seconds couteaux des anciens partis. Vous allez à la présidentielle, c'est dans 6 mois, vous n'avez pas de parti. Imaginons que vous la gagnez, vous vous retrouvez le lendemain, il faut les législatives, vous allez mettre qui? Passer des petites annonces, vous aussi. Et puis après, il faut aller face à l'Europe, parce que vous avez pas mal de comptes à régler avec l'Europe. Vous avez intérêt à avoir des sacrés pros autour de vous. C'est pas... j'ai peur de votre amateurisme. Je comprends très bien, mais vous vous trompez. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que ce qu'a fait Macron, il faut le reconnaître ça, et ce que vous me voyez faire, c'est exactement l'esprit de la Ve République et de ce qu'a voulu le général de Gaulle. Le général de Gaulle a voulu, vous vous souvenez la formule, un contact direct entre un homme et le peuple. Pas les partis. Il détestait les partis. Il conspuait le régime des partis, vous vous souvenez. Oui, mais en même temps, il en fallait des solides pour que tout ça tienne. Attendez, ce sont les partis qui ont dévoyé la volonté du général de Gaulle. Ce sont les partis qui ont complètement dénaturé la volonté du général de Gaulle. Là, ce que font par exemple les LR, avec une sous-primaire, espèce de congrès, c'est le contraire de ce qu'a voulu le général de Gaulle. Bon, c'est important à dire quand même. Bon. Donc moi, comme Macron d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, si je suis candidat,
Ça sera dans l'esprit vraiment de la 5e et de la volonté du général de Gaulle. Deuxièmement, vous dites je suis tout seul. Et alors? D'abord, je suis pas tout seul. J'ai beaucoup d'amis, des gens qui s'activent pour moi. Vous avez vu. Oui, mais vous savez bien que c'est pas la même chose. Vous avez un parti qui s'est créé. Non, mais on est d'accord. C'est pas ça qu'on remporte les législatives. Mais les législatives, Macron a démontré, et auparavant, pardonnez-moi, hein, François Mitterrand lui-même, que le peuple français a intériorisé la Ve République. Donc, quand il vote pour un président de la République, il lui donne les moyens de gouverner. Mais ça donc vous mettez n'importe qui comme candidat. Mais je vais vous dire, dans ma bouche, ce n'est pas méprisant, vous comprenez. C'est la logique qu'a voulu, encore une fois, le général de Gaulle. Nous ne sommes pas un régime parlementaire, nous ne sommes pas l'Allemagne. Mais vous avez bien vu aussi ce que ça donne, c'est-à-dire qu'au fond, quand on n'a pas un parti politique derrière soi, on n'a pas de relais dans la population, on a du mal à préparer des réformes, parce que parfois elles sont mal fagotées. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. Non, vraiment, je ne suis pas d'accord. Vous ne pensez pas? Non, vraiment pas. Et puis en plus, ensuite, les hommes politiques traditionnels, s'ils veulent se rallier au second tour. Au premier tour, chacun va sous sa casette, sa casquette, pardon, sa casaque et sa casquette. Mais au second tour, après, on choisit. Si je suis au second tour face à Emmanuel Macron, comme me donnent les sondages aujourd'hui, la classe politique traditionnelle devra bien choisir. Vous avez vu qu'Éric Ciotti a déjà dit moi, je voterai Zemmour. Libre à je sais pas moi, Bertrand, Pécresse et Barnier d'appeler à voter pour Macron. Je pense que c'est ce qu'ils feront. Mais après, chacun se déterminera en fonction de ses convictions, de ses intérêts peut-être. Mais après, vous savez, tout se réorganise. Moi, je pense que la Ve République est faite pour ça. C'est vraiment le génie de la Ve République. Mais vous, votre programme est quand même plus ambitieux que les autres. Vous voulez vous attaquer à l'état de droit, vous voulez vous attaquer à l'Europe, vous voulez... Non. Enfin, vous attaquer à l'Europe, vous entendez-moi, c'est-à-dire que vous voulez refonder l'Europe, on va dire. Non, j'ai pas cette ambition. Je ne veux pas m'attaquer à l'état de droit. Je veux m'attaquer à la façon dont les juges ont pris en otage l'état de droit pour imposer leur vision idéologique. Ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il vous faut de bons juristes autour de vous pour arriver à vos fins. Mais je les ai. Vous les avez. Mais je vous assure. Vous savez, alors là, je suis sérieux, vous n'imaginez pas la qualité, l'extrême qualité, sincèrement, des gens qui m'ont rejoint depuis plusieurs mois. Des gens, des normaliens, des polytechniciens, des énarques. Et vous ne vous mettez pas de la société civile, parce qu'après tout, on l'a vu, là, la société civile qui est arrivée, qui a renouvelé à 75% le Parlement en 2017. Oui, mais parce que, attention, la société civile d'Emmanuel Macron n'est pas ma société civile. Je vais vous dire pourquoi. C'est une question de sociologie. Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est? C'est la sociologie des métropoles, des bobos. C'est la sociologie des gens qui pensent que la mondialisation c'est bien et que l'immigration c'est formidable. C'est ça la sociologie globale. Hein. Évidemment, je vais large parce qu'il y a toujours des nuances et des détails, etc. Mais la sociologie d'Emmanuel Macron, c'est celle-là. Ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai une sociologie de gens, vous voyez les sondages, c'est très intéressant à analyser, de gens qui sont soit des classes populaires, soit des classes plus huppées, qui ont comme point commun d'aimer la France, d'être patriotes, d'aimer les traditions françaises, les mœurs françaises, l'art de vivre à la française, l'histoire de France, etc. Vous voyez, on n'a pas du tout la même sociologie. Donc je pense que ça ne produit pas les mêmes gens. Mais ça ne produit pas forcément de meilleurs juristes que d'aimer les traditions françaises. Je suis d'accord avec vous. L'accorderai. Mais vous savez, je pense qu'il y a des très bons juristes chez Emmanuel Macron, excellents. Il y a des gens du Conseil d'État qui sont d'excellents juristes, qui n'ont pas mon idée, qui n'ont pas mes idées, qui n'ont pas mon idéologie, mais qui sont d'excellents juristes. Et il y a autour de moi, je vous assure, de remarquables juristes. Oui, si vous le dites, c'est je vous assure. Merci en tout cas, Éric Zemmour, d'avoir passé presque une heure ça passe vite, en fait. Dans cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.